Voilà, donc voilà, on a déjà fait le rappel. On a déjà fait le rappel de ce qui a été dit la semaine dernière, aujourd'hui. Et maintenant, on veut commencer avec un exemple dans R. Nous allons commencer dans R avec voilà, l'approche fréquentiste. Voilà, mais avant ça, voilà, nous allons. En d'autres termes, le script R qui sera utilisé vous sera envoyé. Donc, ici, sur l'écran, vous pouvez tous voir R Studio, je suppose. Ça peut être petit, donc je vais zoomer rapidement. Donc, je suppose que vous pouvez voir R Studio. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Donc, je suis en train de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Faites-moi signe si c'est petit à voir ou si c'est bon. C'est bon, vous voulez que je zoome encore? Aucune réponse. C'est bon, C'est visible, en tout c'est cas, de visible. mon OK. côté. OK, merci. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, avant ça, je vais présenter la base de données. Voilà, je vais présenter la base de données et c'est cette base de données qu'on va utiliser. Donc, et la base de données et les scripts R seront mis à votre disposition. Voilà, vous aurez cela, voilà, à votre disposition. Voilà, après, c'est-à-dire, en d'autres termes, quand la vidéo sera postée sur YouTube, dans la vidéo, dans la partie description de la vidéo, il y aura ces liens-là. Donc, quand la vidéo, voilà, sera partagée, si vous êtes déjà abonné, vous allez recevoir une notification et vous allez cliquer sur la vidéo et ces liens-là seront dans la partie description. Voilà, donc, retenez cela. Et, et voilà, donc, voici les données qu'on a. Ici, déjà, quand on regarde les données, on peut voir qu'on a quatre variables, n'est-ce pas? Il y a la variable qu'on a appelée diff, enfant, genre, âge. Donc, on a combien de réponses? Donc, environ, on a 333 réponses. 333 réponses. Donc, voici les données qu'on a. Donc, un peu de contexte sur les données. Voilà, c'est important de savoir. C'est vrai que ce sont des exemples, mais c'est important de savoir un peu, voilà, quelles sont les données. Voilà, donc, c'était des données qui ont été utilisées pour une étude. C'est une étude qui a été faite. On voulait voir en fait, on va essayer de prédire en fait si quelqu'un va prendre beaucoup de temps pour faire son doctorat. Voilà, donc souvent, quelqu'un peut commencer un programme de doctorat, n'est-ce pas, et prendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, c'était une étude en fait qui avait pour but de prédire en fait les retards, voilà, dans les soutenances de thèse en fait. Voilà, donc ils ont demandé aux participants combien de temps, par exemple, ça leur a pris pour finir leur thèse. Donc, là, une question qu'ils ont posée, c'est combien de temps ça vous a pris pour finir une thèse? C'est quand est-ce que vous avez commencé, quand est-ce que vous avez fini, en fait, la différence. Donc, ici, c'est la variable différence, en fait. Donc, c'est la différence entre quand est-ce qu'ils ont commencé, quand est-ce qu'ils ont fini. Et je crois que cette différence-là, c'est en termes de, il y a, en- je pense que ça doit être en termes d'années. Non, de mois, désolé. Donc, c'est en termes de mois. Donc, ce que vous voyez dans la différence, ce que vous voyez dans la colonne ici, c'est en termes de mois. Combien de mois ça leur a pris pour finir leur thèse? Donc, on voit que la première personne ici a pris 47, la première personne a pris 47 mois. Donc, on divise, on sait combien d'années ça fait. Donc, c'est la première variable. Donc, la première variable, c'est que les gens devaient entrer, en fait, combien de mois ça leur a pris pour finir leur thèse. OK. La deuxième variable, vous voyez enfant. Donc, cette variable, c'est pour déterminer en fait si la personne qui a répondu, par exemple, avait un enfant ou pas. Certaines personnes sont mariées, n'est-ce pas, et sont en train de faire leur doctorat, n'est-ce pas? Donc, on veut voir en fait, est-ce que peut-être le fait que les personnes aient des enfants, est-ce que cela ne joue pas un peu sur le temps qu'ils prennent pour finir leur doctorat? Donc, il y avait la variable enfant. Donc, cette variable enfant, vous allez voir que si vous parcourez bien, vous allez voir que c'est que 0,1. Donc, 0, c'est la personne a un enfant au moins, et pardon, 0, c'est la personne n'a pas d'enfant, et 1, c'est la personne a au moins un enfant. Donc, on peut voir en fait dans cette base de données qui sont ceux qui ont des enfants, qui sont ceux qui n'ont pas des enfants. Maintenant, la troisième variable, c'est le genre. Est-ce que c'est un homme ou une femme, n'est-ce pas? Donc, homme, c'est 1, femme, c'est 0. Voilà, donc ici, en même temps, quand vous voyez ça, ça peut vous donner des idées comment entrer vos données. Puis, la prochaine variable, c'est l'âge. Quel est l'âge? Voilà, l'âge à laquelle
Je pense que c'est l'âge à laquelle ils ont commencé leur programme de doctorat. Voilà, donc c'est l'âge à laquelle ils ont débuté. Donc, on veut voir ce que l'âge à laquelle les gens ont débuté aussi peut peut-être affecter le temps que les gens prennent, en fait. Donc, voici un peu les données que nous avons. Voilà, donc c'est important. Je voulais un peu que vous ayez un peu idée des données. Voilà, et voilà, donc ici, on veut voir en fait qu'est-ce qui peut nous aider à prédire la variable différence en fait. C'est le temps que ça prend pour compléter un programme de doctorat. Quelles sont les variables qui peuvent nous aider à prédire ça? On a les variables sur si oui ou non la personne est mariée, sinon a des enfants, quel est le genre de la personne et puis on a donné sur l'âge. Est-ce que ces variables peuvent nous aider à vraiment comprendre en fait la différence ou la variance qu'on observe ou la variabilité qu'on observe en fait dans le temps que ça prend à un individu pour finir un programme de doctorat. Donc voici les données qu'on a sous la main. OK, donc on va dans R directement. Voilà, je pense que on a 35 minutes. On va essayer de faire le maximum. Et voilà, donc cette vidéo sera postée, n'est-ce pas? Donc, quand vous allez regarder la vidéo après pour essayer de refaire l'exemple vous-même, voilà, vous pouvez poser la vidéo au fur et à mesure, n'est-ce pas? C'est pourquoi les vidéos existent. Donc, cette partie, je vais essayer de répondre aux questions. Si vous avez R installé, je recommande peut-être de ne pas essayer de faire en même temps. Essayez de comprendre ce que je fais et puis essayer de poser des questions. Parce que la vidéo est enregistrée de toute façon et vous pouvez revoir après et puis essayer de faire ça pendant que vous regardiez en fait. Donc, ça sera peut-être une bonne utilisation du temps que vous suiviez avec attention afin de pouvoir poser des questions si vous en avez. Voilà, donc nous débutons. Voilà, donc la première chose ici, lorsqu'on fait cette analyse, on va commencer avec l'analyse fréquentiste. Donc, je vais mettre un commentaire. Donc, pour mettre un commentaire dans R, il faut mettre un dièse. Donc, vous pouvez mettre seulement un seul dièse ou plusieurs dièses. Mais il faut qu'il y ait un dièse déjà. On va mettre ici, on va faire une linéaire, régression linéaire, n'est-ce pas? Linéaire. Yep, régression linéaire. Et puis, on va faire approche classique ou fréquentiste. Donc, quand je fais comme ça, R, c'est question de faire commentaire parce que j'ai mis au moins 5 dièses. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de dièses, c'est juste un dièse. Vous allez voir que la ligne est un peu en vert ici comme ça. Donc, R, c'est que parce que j'ai fait ça, je suis en train de mettre c'est un commentaire. Donc, ce n'est pas un code que R va exécuter en fait, c'est juste un commentaire. Donc, je peux aussi continuer le commentaire. Il a dit, nous avons une base de données de 333 réponses sur 4 variables. N'est-ce pas? Et tout ça sont des commentaires tout joints. Sur 4 variables, nous avons la variable différence. OK, je peux vider la ligne maintenant. Nous avons la variable, le code vous sera envoyé. La variable différence, voilà, ça sera notre variable dépendante, n'est-ce pas? Variable dépendante. Dépendante. Après, voilà, comme elle dit, on peut mettre un ou deux dièses. Voilà, je vais juste simplifier, mettre juste un. Voilà, donc, ou plusieurs dièses même. Voilà, donc, la variable dépendante qui est la variable qu'on a nommée diff. On a la variable sur le nombre d'enfants, n'est-ce pas? Et ça, c'est, voilà, le nombre. Si oui, non. Donc, ça peut être une variable prédictrice. On a l'enfant, on a le genre, n'est-ce pas? Et puis, on a l'âge qui peuvent être des prédicteurs dans le modèle. Voilà. Donc, on a ça, n'est-ce pas? Donc, le but de cette étude, en fait, on veut prédire, on veut trouver, on veut trouver les prédicteurs du temps mis pour, il y a du temps mis pour achever une thèse. Voilà, donc c'est une étude qui a été publiée, hein. C'est une étude qui a été publiée. Voilà, donc, voilà, qui a été publiée. Voilà, ils ont fait un différent modèle. Donc ici, j'utilise juste cette base de données pour pratiquer en fait ce qu'on a appris en fait. Voilà, pour pratiquer ce qu'on a appris. Donc voici ce qu'on a. Donc la première chose la première chose qu'on va faire ici, c'est on veut lire la base de données dans R. La base de données dans R. Donc j'essaie d'écrire le code en même temps pendant qu'on parle. Donc voilà, donc on va appeler la base de données dans R. Donc, il y a ici notre donnée que j'avais montrée, c'est dans un format CSV. CSV.
Donc, c'est dans le format CSV. Et le nom de la base de données, c'est PhD Delays Data, right? Sur les données de retard du doctorat, PhD Delays Data. Voilà, donc c'est le nom de cette base de données qui est là. Donc, mais c'est un fichier CVS, ouais, n'est-ce pas? Donc, je vais donner un nom à cette base de données. Voilà, donc ça dépend de moi comment est-ce que je vais l'appeler. Donc, je vais l'appeler, voilà, data, voilà, les gens vont dire data, voilà, mais je vais l'appeler data PhD, PhD, voilà, donc c'est le nom que je donne à la base de données, n'est-ce pas? Et puis je vais mettre égal. Donc, comme on donne le nom, je suis en train de donner un nom, je vais mettre égal. Donc, R c'est parce que j'ai mis égal que je suis en train de donner quelque chose, je vais donner à quelque chose le nom qu'on appelle data PhD. Donc, R, quand je mets égal ici, R, c'est en même temps que je viens de donner le nom à c'est un nom que je vais donner à quelque chose qui vient, en fait. Donc, ici, voilà, c'est pour ceux qui sont nouveaux dans R, c'est, voilà, en même temps un cours d'introduction, n'est-ce pas? Et pour ceux qui veulent apprendre davantage, R, me dit là, bon, voilà, très bientôt, voilà, nous allons partager des infos sur une formation que nous offrons. Voilà, un prix de seulement 15 000 francs. Voilà, 8 heures de formation dans R, voilà, pour vous emmener à voilà, pour ceux qui n'ont jamais même ouvert art dans leur vie, voilà, pour les rendre un peu plus ou moins confiants en fait dans R. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, les données sont en PDF, les données, pardon, sont dans un format CSV. Donc, le code pour ça, c'est read.csv. Donc, c'est ce code-là que je vais prendre. Donc, je vais maintenant dire à R, en fait, où est-ce que les données se trouvent. Les données sont localisées ici sur mon ordinateur, n'est-ce pas? Donc, vous devez mettre la location, en fait, de où est-ce que vous prenez vos données. Donc, c'est sur mon Drive C, n'est-ce pas? Et c'est dans le premier dossier dans lequel c'est le dossier Users, n'est-ce pas? Et vous voyez ici que je remets deux barres en l'an arrière, ou bien, pour rendre ça simple, hein, je vais juste mettre une barre, mais allant devant. Vous regardez, le sens des barres est très important. Parce que quand les bas vont like forward, comme on dit en anglais, ça va devant en fait, n'est-ce pas? S'incliner comme, genre, ça va du bas vers le haut de façon inclinée, à un angle aigu en fait. Voilà, donc il y a mis C, il y a mis, dans le premier dossier, c'est user, et puis ça doit être tel que le dossier est écrit en fait, parce que R est ce qu'on appelle case sensitive. R, par exemple, si, voilà, où les dossiers de tout sont, pour rendre ça simple, je vais vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez vous pouvez faire ça. Par exemple, vous venez ici, c'est ce que mes données sont. Les données PhD delay, c'est là, en fait, comme vous pouvez le voir. Ce que vous allez faire, voilà, vous allez cliquer sur la base de données, vous cliquez, vous mettez right-click, vous avez des properties. Bon, mon ordinateur en anglais, voilà, donc, voilà, les choses sont en anglais ici. Mais généralement, ça sert à la même processus. Donc, c'est le tout dernier. Ils ont mis properties here. Genre, le tout dernier. Donc, vous cliquez sur properties, ça va vous donner la location, en fait, du fichier. Voici la location. Donc, vous pouvez faire la même chose. Lorsque vous allez aller dans la vidéo, vous allez télécharger la base de données. Vous pouvez faire la même chose pour cliquer sur, voici la direction des données, en fait. Donc, je peux juste cliquer sur ça rapidement. Et puis, je viens ici, je vais insérer celle-ci, en fait. Voilà. Mais comme je vous ai dit, en fait, dans R, en fait, quand vous copiez-coller, par exemple, vous voyez que les slash vont en arrière, en fait. Genre, ça commence du haut pour venir vers bas avec un autre angle dans l'autre position. Donc, quand c'est comme ça, il faut doubler, en fait. Donc, on va doubler en fait. Donc, si vous faites cette approche, vous copiez-coller, vous allez doubler en fait. C'est une seule barre, mais vous allez mettre deuxième barre en fait. Sinon, R va pas bien lire en fait. Donc, c'est ce qu'il faut faire dans R en fait. Donc, maintenant, quand j'ai fini de mettre la location, maintenant, c'est quoi le nom de mon fichier? Mon fichier, c'est phd-delays-data. Donc, ça, c'est le nom de la base de données. Voilà. Maintenant, il y a un titre dans la base de données. Si vous vous rappelez, il y a un titre en fait, qui est le nom des variables, n'est-ce pas? À cause de ça, on va mettre une autre commande. La commande dit, le nom de la commande, c'est header. Donc, R, c'est en anglais. Voilà. Donc, autant plus, voilà, pour voilà, connaître certains termes en anglais. Donc, d'où vraiment l'importance, si vous pouvez, de prendre par la formation que nous allons organiser sur l'anglais pour la recherche. Voilà, ça va vous aider vraiment à maîtriser certains b.a.-ba, voilà, pour vous aider à être plus efficace dans vos revues de littérature, même dans les codes R, par exemple. Donc, header. Header en anglais, ça veut dire la tête, en fait, n'est-ce pas? Donc, genre le haut en autre termes. Donc, est-ce qu'il y a un titre, en fait? Est-ce qu'il y a un nom des variables dans nos bases de données? C'est vrai. Donc, en anglais, vrai, c'est true, right? So, on entend dire que vrai.
Donc voilà, donc R, les codes sont en anglais, c'était fait en anglais. Donc même si votre R en français, ce code-là, c'est en anglais, vous allez maintenant, c'est true en fait. Or, vous pouvez juste mettre T en fait, for true, but comme pour ceux qui sont nouveaux, voilà, pour ne pas trop vaguer, mettez true, ça, c'est vrai en anglais en fait. Donc on entend dire ça. Maintenant, quoi d'autre? Donc à ce niveau, c'est tout en fait. Donc ça ressemble avec le code. Donc on va exécuter cette ligne en fait. Vous pouvez sélectionner et il y a une partie en haut ici qui dit run. Il y a une partie ici, vous pouvez suivre, voilà, ma souris, là. Vous pouvez ma souris, il y a run en fait, c'est-à-dire exécuter en fait. Donc, exécuter. Voilà, vous exécutez, vous avez vos bases de données dans R ici. Donc, vous allez dans la partie environnement, cette partie de droite ici, où je suis en train de mettre la souris maintenant. Vous pouvez cliquer sur ça et il va vous montrer la base de données dans R en fait. Donc, voici notre base de données dans R. Donc, c'est la même chose, hein, n'est-ce pas? On a la différence, on a l'enfant, si c'est un enfant ou pas, le genre, l'âge et tout. Donc, on a pu appeler la base de données ici. Maintenant, une chose qu'on peut faire aussi pour ne pas... voilà, on peut juste attach. Donc, ça, c'est facultatif. Mais à la prochaine ligne, on va dire attach. Donc, on est en train d'attacher, en fait, notre base de données. On appelle notre base de données data PhD. On est en train d'attacher cette base de données, en fait. N'est-ce pas? Donc, on a attaché cette base de données. Donc, si on a bien voilà, on a attaché cette base de données. OK. Donc, on continue. Donc, on peut commencer ici avec une analyse descriptive. Mais avant ça, il y a des packages qu'on va utiliser. On est en train de faire, on va faire l'approche bayésienne et l'approche classique. Actuellement, on est dans l'approche classique. Donc, dans R, en fait, on va essayer d'installer des packages, en fait. Donc, R, c'est un logiciel qui est open source en anglais, qui est libre accès, n'est-ce pas? Donc, plusieurs personnes essaient de contribuer dans R, en fait, en créant des packages, comme on les appelle, n'est-ce pas? Des packages qui pourront nous aider à faire des analyses. Donc, pour faire l'approche bayésienne et l'approche fréquentée des régressions, on a besoin de quatre packages essentiels. Voilà, et voici ces quatre packages-là. Donc, pour la première fois que vous faites, vous utilisez un package, vous devez l'installer. C'est comme ça que vous l'installez, en fait. Donc, install package. Maintenant, vous mettez les points voilà, de cotation, n'est-ce pas? Et au milieu, vous mettez le nom. Donc, on va installer un package qui s'appelle RStan, un package qui s'appelle BRMS, un package qui s'appelle Psych, un package qui s'appelle Tidyverse. Donc, ce sont les quatre packages qu'on va utiliser, en fait. Donc, vous devez vous sélectionnez les quatre et vous installez. Vous cliquez sur Run, en fait, exécuter. Vous cliquez sur Run, exécuter. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement pour ceux qui ne voient pas où Run se trouve. Donc, quand je dis exécuter, par exemple, ça va se trouver, yes, ça va se trouver ici. La partie où on exécute, c'est là. C'est là que vous exécutez en fait. Run. Donc, si vos R, vous installez ça, que vous choisissez le français comme votre langue, et ça sera ici, ça sera exécuté en fait. Donc, vous allez juste cliquer sur ça pour exécuter. C'est comme ça que vous allez performer le code en fait. N'est-ce pas? Donc, je fais ça. OK, donc c'est là que je vais cliquer sur les quatre. Mais moi, j'ai déjà installé les packages en fait. Donc, on installe les packages une seule fois en fait. Vous pouvez installer encore un nouveau, mais c'est juste perdre de temps, à mon avis en fait. Donc, je ne vais pas réinstaller encore. Mais une fois que vous installez un package là, aussi longtemps que vous avez le même ordinateur, le même R en fait, le package il reste installé. Vous n'avez plus besoin d'installer encore deux fois, trois fois. Donc, supposons que vous installez ces packages là, quand vous allez faire l'essai vous-même, vous installez ces quatre packages là. Et si vous avez le même ordinateur, le même R en fait, même si c'est dans 2 ans plus tard, vous n'avez pas besoin d'installer encore ces packages en fait. Ils sont déjà là. Même chose qu'on fait après avoir installé les packages, on va maintenant appeler les librairies en fait de ces packages. On va appeler les librairies de ces packages. Donc la prochaine ligne, je vais appeler la librairie. Donc la librairie, ça, il faut, même quand le package est installé, il faut maintenant appeler la librairie en fait. Donc on va appeler la librairie pour Arston. On va appeler la librairie pour le deuxième package qu'on a installé, qui sera BRMS. On va appeler la librairie aussi pour le package Psych. Maintenant, ce package, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, le package Sky. Basically, il dit basically, je sais pas l'anglais. En d'autres termes, voilà, en d'autres termes, le, le package qu'on appelle BR, ça, c'est pour faire la régression bayésienne, en fait. Donc, c'est un package que vous avez besoin pour faire la régression bayésienne. Et la même chose pour le package RStan, c'est pour la régression bayésienne. Maintenant, si vous voulez faire la régression classique, vous n'avez pas besoin de package en fait, parce que
c'est classique, en fait. Donc, les packages sont déjà, vous n'avez pas besoin de librairie, en fait. C'est déjà intégré, en fait. Donc, vous n'avez besoin d'aucun package pour faire la régression classique. Mais si on a besoin de ces packages pour faire la régression, voilà, bayésienne. Maintenant, les packages psych, la librairie, là, c'est pour obtenir, ça nous aide à obtenir, voilà, des summary statistiques. Voilà, des summary, I guess, je vais le dire comme ça en anglais, je pense que c'est yeah, des résumés. Voilà, ça nous permet d'obtenir des résumés statistiques, statistiques avancées. Voilà. Maintenant, le dernier package, c'est le package Tidyverse. Tidyverse, voilà. Ça nous permet ici, voilà, on a besoin de ça pour manipuler. Ça permet la manipulation des données et les graphiques. Donc, ça va nous aider à ce niveau, en fait. Voilà, et les graphiques. Et donc, voici ça. Donc, on va appeler les librairies, en fait. Donc, chaque fois que vous allumez votre R, que vous voulez faire ces régressions, vous devez appeler les librairies. Les packages, on installe ça une fois, mais les librairies, on doit les installer ça chaque fois avant de commencer l'analyse, avant d'utiliser le code, en fait. Donc, je vais exécuter, je vais run. Donc, il y a ça va, vous voyez, c'est en train de prendre un peu de temps ici. Voilà, donc, c'est en train de prendre un peu de temps. Quand ça va finir, en fait, ça va. Actuellement, si vous regardez, voilà, il y a une partie qu'on dit stop, stop. Donc, c'est maintenant que c'est fini, en fait. Donc, c'est maintenant qu'on a fini d'appeler les librairies. Voici la librairie Tidyverse qu'on vient d'appeler. Donc, on vient de finir maintenant. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire une analyse descriptive. On va dire à R, il faut nous donner une analyse descriptive de, de notre donnée, en fait. Donc, on va faire data PhD. On va demander une analyse descriptive ici. Donc, voici la ligne. Donc, on peut utiliser ça, c'est une fonction, describe. Describe en anglais, n'est-ce pas? Une fonction pour décrire la base de données. Mais c'est parce qu'on a pu installer la librairie Scikit, en fait, qu'on peut faire cette fonction. Donc, si vous n'avez pas la librairie, que vous faites cette fonction, on va vous donner une erreur, en fait. Donc, quand vous allez prendre le code R qui sera posté dans la description de la vidéo, assurez-vous d'installer les packages, d'installer les librairies, en fait. Sinon, vous serez frustré, vous aurez beaucoup d'erreurs, en fait. Donc, c'est très, très important. Voilà. Donc, quelqu'un a demandé pourquoi deux librairies bayésiennes. Donc, j'ai mis les deux librairies bayésiennes parce qu'il y a deux différents codes que vous pouvez utiliser pour faire l'approche bayésienne. C'est soit un ou l'autre, en fait. Ce sont les mêmes résultats, en fait. Mais vu que c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, je vais vous donner toutes les informations, en fait. Voilà pourquoi j'ai mis les deux librairies, en fait. Voilà, c'est juste la raison. Mais en principe, vous avez besoin de un ou de l'autre, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que si on n'a pas trop de temps, on va juste faire cette librairie-là, on va pas juste faire ça. Mais dans le code que je vais poster, en fait, je vais faire avec l'autre librairie. Donc, je vais vous donner un code total, en fait. On n'aura pas le temps peut-être de faire tous les exemples en détail, mais le code qui sera posté, vous sera posté avec tous les détails, avec des commentaires, comme on a fait ici, et que vous allez prendre le code, vous saurez, en fait, pourquoi on a fait telle ligne, etc., en fait. Donc, ici ce code-là, le describe ici, c'est pour, en fait, décrire la base de données que nous avons. Donc, je vais exécuter et puis on va voir ensemble. Voilà. Donc, on peut, on peut voir ensemble. Voici le résultat. Donc, ici, en fait, voici les variables qu'on a. La première variable, diff, n'est-ce pas? Donc, on a toutes ces variables-là. Je vais essayer de... Voilà. Donc, voici nos quatre variables. On a la première variable, on a la diff variable ici. On a enfant, on a Jean, on a âge. Donc ici, on va s'intéresser à diff et puis à âge. Parce que ce sont les deux variables qu'on a qui sont les variables continues. Le genre et puis l'enfant sont les variables catégorielles. Donc, on ne peut pas regarder la moyenne du variable catégorielle, en fait, n'est-ce pas? Donc, ça ne va pas nous intéresser ici. On va regarder la variable différence, c'est le temps que ça prend pour compléter la thèse, et puis le temps, et puis l'âge, en fait. Donc, on va voir ici que, voilà, la moyenne en termes d'années, en termes de mois que ça prend 9,97 mois. Donc, on voit qu'on peut avoir la moyenne, en fait. Donc, voici notre base de données. On appelle la librairie Psych. Et puis, on peut faire une description des données. Dans toutes les descriptions possibles, en fait. Donc, on a la moyenne, on a les quatre types, en fait. Les quatre types pour ces 14 mois, en fait. La moyenne, c'est 9 mois. Les quatre types, c'est 14 mois. C'est-à-dire, la variance est grande, en fait. C'est vrai que la moyenne, c'est de 9 mois que ça, mais les quatre types est grand, c'est 14 mois, en fait. N'est-ce pas? Donc, on a ça. Maintenant, on a la valeur médiane aussi. Si on veut voir la valeur médiane, c'est-à-dire il y a 300,
33 personnes dans cette base de données. Donc, quelle est la personne qui se situe genre au milieu, en fait? Le nombre d'années au milieu, c'est 5 en fait. Le nombre de mois, c'est 5 mois, n'est-ce pas? Après, il y a la valeur minimum, maximum, etc. en fait. Voilà. Maintenant, il y a l'âge aussi. Pour la valeur de l'âge, on voit que l'âge moyen dans cette base de données, c'est de 31 ans en fait. 31 ans, c'est l'âge moyen, avec un écart de 6 ans. Et puis, l'âge médian au milieu, c'est 30 ans, n'est-ce pas? C'est 30 ans, et puis, etc. en fait. Donc, on peut avoir des données, on peut avoir des informations comme ça, n'est-ce pas, sur notre base de données. OK. Donc, après ça, ce qu'on peut faire maintenant, on peut décider de faire un histogramme, n'est-ce pas? Donc, c'est un histogramme pour la différence, en fait. Pour le temps que ça prend, on peut faire un histogramme. Donc, vous allez voir que je suis en train d'agrandir, en fait, la partie où le graphe va sortir. En fait, le graphe sort quelque part, je suis en train d'essayer d'agrandir ça. OK, donc, on va l'histogramme de la variable différence, en fait. Donc, quand je vais faire l'histogramme, voici l'histogramme, en fait, à quoi ça ressemble. Maintenant, vous allez voir ici que j'ai pu faire l'histogramme comme ça. C'est parce que j'ai fait un code ici qu'on appelle attache la base de données, en fait. Donc, ici, il y a déjà attaché la base de données. Donc, pour y attacher la base de données, je n'ai plus besoin de spécifier différence, ça vient de quelle base de données, en fait. N'est-ce pas? Sinon, en principe, s'il n'y avait pas attache, le code serait plutôt histogramme. Vous mettez le nom de la base de données d'abord, data PJ, le signe du dollar, n'est-ce pas? Puis vous appelez la variable différence, en fait. Si vous n'avez pas attaché la donnée, c'est comme ça que vous devez exécuter, en fait. Voilà, vous aurez le même résultat. Maintenant, après, vous pouvez changer le titre, hein. Pour changer le titre, on appelle ça main, en fait. Donc, main, vous allez dire ça, c'est histogramme de la différence d'année. OK, histogramme du temps pris. Du temps pris. Voilà, vous pouvez appeler ça comme ça. Donc, si exécute ça, vous allez voir que le titre a changé, en fait. Si vous voyez le graphe, ça dit maintenant histogramme, voilà, du temps pris, en fait. Le temps pris pour finir. Donc, vous voyez ça ici, histogramme du temps pris. Donc, après, supposons que je vais changer aussi ma variable, le nom de la variable X, en fait. Donc, je peux le faire également, voilà, en choisissant XLab. Donc, le code pour ça, c'est XLab. Je vais dire XLab, c'est égal à, je peux appeler ça, voilà, je vais appeler ça différence. Oh, je vais appeler ça temps pris, en fait, si je veux. Donc, si j'exécute ce code-là, vous allez voir que voici maintenant la variable Y, la variable X, pardon, est nommée temps pris, en fait. Voilà, quelqu'un demande comment on fait la lecture du résultat. Vous voulez dire pour l'histogramme ici. Ici, l'histogramme, en fait, c'est pour nous montrer, en fait, si les données suivent une certaine loi normale, en fait, n'est-ce pas? On veut voir est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont aberrantes, n'est-ce pas? Donc, sur l'histogramme ici, on peut voir que, voilà, on peut voir, il y a la plupart d'eux, l'âge, en fait, c'est skew, en fait, n'est-ce pas? Donc, l'âge est réparti ici seulement, n'est-ce pas? Donc, on va voir que l'âge, la plupart de l'âge est réparti ici. Maintenant, il y a un peu la personne ici a environ 100 ans, en fait, tu vois. Ce sont des valeurs aberrantes. Et ça, c'est un âge négatif, en fait. Vous allez voir que, et ça, c'est une différence de temps négatif, en fait. Donc, vous allez voir que peut-être il y a un problème, comment on a collecté ces données-là, en fait. Parce que si vous commencez quelque chose que vous finissez là, l'intervalle de temps doit être positif, en fait. Voilà. Donc, ouais, l'histogramme ici va vous permettre de voir, en fait, est-ce que vous avez des valeurs aberrantes dans vos données? Est-ce qu'il y a des valeurs qui n'ont pas de sens, tu vois? Donc, c'est ça, on sait faire ici, en fait. Voilà. Donc, c'est en principe, on doit répartir, voir la base de données, puis voir, en fait, il y a une valeur qui peut-être n'est pas correcte, en fait. Donc, c'est le but de l'histogramme ici. Maintenant, ce qu'on a fait préalable, on a montré la moyenne, tout ça. Ça aussi, c'est pour vous voulez décrire votre donnée, en fait. Avant de faire l'analyse de toute donnée, vous devez faire une analyse descriptive. Vous voulez comprendre, en fait, quelles sont les données qu'on a, quelle est la moyenne, quelle est ceci, cela. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire actuellement, en fait, avant même de faire le modèle lui-même. Voilà, donc, si on retourne dans notre base de données ici, retourne dans notre base de données, on va essayer, chercher à trouver, en fait, cette valeur négative là. Donc, je vais essayer, on est dans Excel, donc je peux essayer de donner, en fait, du plus petit au plus grand. On peut essayer de donner. Donc, on va voir qu'on a on a des valeurs ici négatives ici, en fait. Donc, on va se dire, bon, on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des temps négatifs, en fait. Donc, ici, on a zéro aussi. C'est la personne a commencé, la personne a fini. C'est peut-être parce que la personne a abandonné tout ça. Donc, on peut se dire, bon,
Pour que notre étude, et puis quelqu'un aussi a fait un mois pour finir, en fait. Donc, on peut, vous voyez, donc tout ça, là, on fait l'analyse des risques, en fait, pour voir un peu, est-ce que nos données ont un sens, en fait. Quelqu'un a fini sa thèse en un mois, en fait. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que peut-être que la personne avait, peut-être la personne a travaillé à la maison, mais le jour que la personne s'inscrit, en fait, la personne s'inscrit, la personne a défendu, a soutenu sa thèse, en fait, le mois prochain, tu vois. Donc, c'est tout ça, en fait, pourquoi l'analyse des risques est importante, en fait. On veut voir, en fait, est-ce que les valeurs qu'on a, là, on a bien collecté nos données, etc., en fait. Donc, c'est très important. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc ici, on va se focaliser plus sur le code en fait. Voilà, on n'est pas ici, on n'a pas collecté les données nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est juste les données pour faire un essai. Donc on va se focaliser sur le code. Voilà, les données peuvent ne pas avoir un sens même du tout. Voilà, mais quand vous allez collecter vos propres données en fait, les données auront plus de sens. Voilà, parce que vous les aurez collectées vous-même. Voilà, donc je vais essayer d'effacer rapidement toutes ces écritures. Voilà, pour qu'on puisse bien continuer. OK, donc on a pu faire ça. Mais après ça, essayer de faire une visualisation. On va faire une visualisation. Voilà, pour ce code, voilà, je vais écrire et puis coller parce que pour ne pas prendre trop de temps ici, donc je vais copier et puis coller. Et voilà, donc la linéaire, maintenant, il semble, je vais coller tout à l'heure, il semble avoir une tendance quadratique. OK, donc on va commencer avec ce code-là. Et on va commencer avec ce code. OK. Donc ici, après ça, on veut continuer avec la visualisation, hein. Donc voici, voilà, n'est pas peur de ce code. Voilà, pour ajouter, ça c'est pour ajouter du bruit. Yeah. Maintenant, ça c'est pour ajouter une relation fonctionnelle ou juste linéaire, une relation linéaire. Non, ça c'est pour ajouter une relation quadratique. OK, donc ce long code-là, voilà, après, vous aurez le code pour suivre, mais c'est pour, on va essayer de modéliser pour voir en fait quelle est la relation qui existe entre l'âge et puis le temps que ça prend pour soutenir en fait. N'est-ce pas? Donc, on va utiliser un graphe qu'on appelle ggplot. Et ça, c'est parce qu'on a pu appeler la librairie tidyverse. N'est-ce pas? Donc, on va utiliser ce ggplot-là. Donc, on veut d'abord modéliser en fait une relation, on veut voir est-ce qu'il y a une relation linéaire en fait, n'est-ce pas, entre l'âge et puis le temps pris en fait. Est-ce qu'il y a une relation linéaire entre les deux? Donc, à cause de ça, donc pour ça, on va exécuter le premier code, toute cette première partie de code-là. Et donc, voici ça en fait. Vous voyez, donc, on essaie de faire un scatter plot, n'est-ce pas? Un scatter plot, l'âge, c'est l'abscisse, la différence, c'est le donné, puisque c'est Y, c'est la différence, non variable dépendante. On veut voir en fait comment est-ce que les points se représentent en fait. Est-ce qu'on peut tracer une ligne? La dernière fois, j'avais mentionné que, voilà, on a besoin de seulement deux points pour faire une ligne, n'est-ce pas? Une droite. À cause de ça, en fait, même si la relation n'est pas linéaire, on peut toujours, en fait, on peut toujours tracer une droite, en fait. Mais est-ce que c'est vraiment la forme fonctionnelle appropriée, en fait? Est-ce que c'est forcément une ligne, la relation entre l'âge et puis la différence, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec, on a pu faire les points d'abord. La première chose d'abord, c'est de faire les points. Donc, je vais effacer ça même et puis je vais refaire. Donc, la première chose, en fait, quand je prends ma base de données, je vais essayer de faire les points. Oh, je vais faire par étapes. Yeah, je vais effacer ça encore. Je vais juste faire par étapes. Donc, la première étape ici, je vais juste faire le graphe, n'est-ce pas? Je vais faire le graphe sans ajouter quoi que ce soit. Donc, j'exécute ça. Donc, voici juste les points, en fait. Ici, on a juste les points. Donc, supposons que c'est comme un graphe, en fait. Quelqu'un a l'âge, quelqu'un, son âge, c'est 40 ans, ça, il a pris 5 ans. On fait le point. Quelqu'un, son âge, c'est 50 ans, il a pris 10 ans, on fait le point, etc., en fait. Donc, ça, c'est le scatter plot. Maintenant, on veut voir si on peut ajouter une ligne, en fait. Une ligne droite, un modèle linéaire.
Donc, on va ajouter ça maintenant ici, avec cette partie de code-là. Et j'essaie d'exécuter. Yeah, LM n'a pas été trouvé. OK, désolé. J'ai omis de sélectionner aussi quelque chose que je devais sélectionner. Yeah. OK, j'ai omis de sélectionner quelque chose que je devais sélectionner. OK, donc on a pu mettre la ligne droite. N'est-ce pas? On a pu mettre la ligne droite. Donc, ce qu'on va faire encore, c'est que on va continuer. Voilà, donc on a pu faire un modèle linéaire, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre un modèle quadratique en fait? N'est-ce pas? Un modèle quadratique. Donc ici, on va mettre, on peut appeler ça le temps pris contre l'âge. OK, donc on va exécuter ça. Donc, ici, c'est l'âge, ça c'est le temps pris. Maintenant, le type de relation. Type de relation. OK, donc on va exécuter le reste maintenant. On voit ce que ça donne. Yeah. Il semble on va devoir y faire tout en même temps, tout le code en même temps. Donc, c'est un code qui vous sera partagé. Donc, ce que vous allez faire ici, comme si vous suivez avec attention après la vidéo, vous serez en mesure de remplacer la base de données avec votre de données, puis essayer de remplacer au fur et à mesure, quoi. Donc, par exemple, vous allez, dans votre base de données, votre variable i sera définie. Ici, notre i, c'est l'âge. Notre y, c'est le temps pris, en fait. Donc, voilà pourquoi on a fait un modèle. Le premier modèle, c'était y en fonction de x, en fait. C'était le modèle linéaire. Maintenant, après, on a fait le modèle quadratique. Donc, on essaie de mettre une ligne, en fait. La ligne, c'est ça qui est en rouge. Le type de relation linéaire, c'est la droite en rouge, comme vous voyez. Et quand on a un type de relation quadratique, c'est ce qui est en vert, voilà, une sorte de vert. Voilà, donc voici ça, en fait. Donc, quand on regarde, en fait, on va voir qu'il semble avoir, la relation qu'il semble avoir n'est pas linéaire, mais elle est quadratique, en fait. N'est-ce pas? Donc, un modèle, si on veut faire un modèle juste avec l'âge, ça va passer à côté. En fait, on va faire un modèle quadratique, en fait. Parce que il semble que c'est la meilleure forme ici. Donc, ce qu'on va faire ici, vu que, voilà pourquoi ça, c'est la première étape, en fait, pour voir est-ce qu'on a besoin d'un modèle quadratique ou pas. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer notre variable qu'on appelle H2, en fait. On va appeler ça H2. Donc, pour créer une nouvelle variable, voici le code data PhD. C'est la base de données où on veut mettre la nouvelle variable. On a cette base de données. Donc, on va faire la base de données, le signe dollar. Et puis, on va appeler cette nouvelle variable, maintenant, on va appeler ça H2. Donc, on va appeler ça H au carré, en fait. Donc, je vais appeler ça H2. En d'autres termes, donc, variable H2, ce serait égal à la variable âge qui est dans notre base de données data PhD, la variable âge, donc je vais appeler ça au carré, en fait. C'est tout. C'est comme ça qu'on va définir cette nouvelle variable, en fait. Sur la variable H2, c'est juste l'âge au carré. Parce qu'il y a une fonction quadratique en E, en fait. Donc, c'est un modèle quadratique. On a A carré, A x carré plus BX plus C, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire ici, en fait. Donc, au lieu qu'il y ait une relation entre l'âge et puis le temps pris, vu qu'on a vu cette représentation, on s'est dit qu'il y a une relation quadratique, en fait. Pas juste linéaire, mais quadratique entre l'âge et puis le temps pris, en fait. Donc, c'est ce qu'on essaie de modéliser ici, en fait. Donc, c'est de créer une variable H carré, en fait. Donc, on va exécuter. OK, data PG. OK, Solem ici, la base de données ici. Yeah, donc, vous voyez, la variable H a été créée, en fait. Vous voyez dans la base de données. Donc, je peux essayer de faire describe again. On va describe encore la base de données. Describe H2. So, la base de données, même toute la base de données. Data PhD. OK. Donc, on fait maintenant, vous allez voir qu'il y a une variable qui s'est ajoutée, c'est H2 en fait. Donc, c'est la variable qu'on vient de créer en fait. Donc, c'est l'âge au carré en fait. Donc, c'est comme ça qu'on crée une variable en fait. Donc, ici, on est en train de créer une nouvelle variable, âge au carré. Donc, c'est comme ça qu'on va créer en fait. Voilà, donc on veut décrire la base de données à nouveau. OK, donc on a ça. Et donc, à ce niveau, on peut déjà essayer de créer un modèle maintenant, hein. Voilà, on peut créer un modèle. Donc, on va créer un modèle. On va appeler ça régression. Ça, c'est un nom qu'on donne au modèle. Régression linéaire classique, que je vais appeler RLC.
régression linéaire classique. Donc, j'appelle ça comme ça, égal, n'est-ce pas? Donc, pour un modèle de régression linéaire classique, c'est LM. Donc, le code qu'on va utiliser, c'est LM. En anglais, c'est linear model, n'est-ce pas? Donc, modèle linéaire, linear model en anglais. Voilà. Donc, quelle est notre variable dépendante? Notre variable dépendante, c'est la variable diff. Donc, c'est diff en fonction de quoi? En fonction de notre prédicteur. Dans notre prédicteur ici, on va utiliser l'âge et puis l'âge au carré pour prédire, en fait. Voici nos prédicteurs. Donc, c'est un modèle on veut faire avec l'âge et puis l'âge au carré. Donc, on se dit que ce n'est pas le genre. Non, parce que quelqu'un, homme ou femme, par exemple, c'est une hypothèse, c'est un exemple, hein. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que votre hypothèse est formulée. Mais ici, en fait, on ne va pas utiliser l'âge pour l'instant. Voilà. Yeah, on va pas utiliser pardon, le genre ou bien le nombre d'enfants pour l'instant. On va juste utiliser l'âge en fait. Donc, on va se faire un simple modèle ici. Voilà, quelqu'un dit dans le commentaire, voilà, c'est clair, il faut une formation sur R. Exactement. Donc, restez à l'écoute. Voilà, nous avons une formation sur R. R, c'est open source en fait. Voilà pourquoi on encourage vivement tout le monde à avoir R. Si vous avez un ordinateur, un ordinateur R, si vous avez R en fait, le ciel est la limite en fait. Voilà, tout ce que vous pouvez faire avec, tout ce des modélisations que vous pouvez faire. Il n'y a pas de modélisation, voilà, qui est, même les modélisations de deep learning, machine learning par exemple, vous pouvez les faire toutes dans R en fait. Donc, je pense que c'est important de vraiment s'y mettre. Et l'information qu'on offre, par exemple, l'information qu'on fait pour être honnête, c'est une information débutant. Voilà pourquoi on fait formation débutant. On va vous donner assez de bases en tant que débutant, tel enseigne que vous êtes à mesure d'aller apprendre vous-même pour devenir expert, en fait. Voilà. Rien d'ici là, quand il s'agit des logiciels, on ne forme pas des experts, on forme des débutants. Parce qu'ils seront des bons débutants pour pouvoir devenir des experts eux-mêmes, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on devient expert dans le logiciel, en fait. Donc, voilà. Donc, ce sont des formations généralement pour ceux qui peut-être ont un niveau faible ou n'ont même pas de niveau, en fait. Et on les emmène, en fait, à un niveau où ils sont assez confiants pour pouvoir eux-mêmes faire des recherches approfondies et pour pouvoir devenir des niveaux intermédiaires, niveaux experts avec le temps, avec la pratique. Voilà, donc restez à l'écoute. Ah, donc, voici un modèle de régression linéaire ici qu'on va exécuter. Voilà, donc ici, on met objet H2 n'est pas trouvé en fait. Donc, R aussi, c'est en anglais, n'est-ce pas? Donc, les erreurs que vous allez avoir sont en anglais. Donc, ici, ils ont mis error. Error, il y a donc, c'est une erreur dans cette variable en fait. On dit object, l'objet H2 n'est pas trouvé en fait. Et pourquoi? Pourquoi H n'est pas trouvé? Je vous ai dit que quand on n'attache pas la base de données, en fait, il faut spécifier la base de données. Ici, on avait attaché la base de données ici au début, on avait attaché, mais après, on a ajouté une nouvelle variable. Vous vous souvenez? Mais quand on a ajouté la nouvelle variable, on n'a pas attaché la base de données encore. Donc, après avoir ajouté une nouvelle variable, il faut attacher encore la base de données à nouveau. Parce que ce qu'on a attaché au début, là, R ici, R, n'a- R est en train de travailler avec cette nouvelle, c'est qu'on a attaché au début, en fait. Donc, il n'a pas inclus l'âge 2 qu'on vient de créer, en fait. C'est vrai qu'on vient de créer ça, mais on n'a pas attaché à nouveau. Donc, R ne sait pas, en fait, qu'il y a une nouvelle variable qu'on a appelée H2, en fait. Donc, voilà pourquoi on a eu l'erreur ici, en fait. Donc, dans les cours qu'on offre aussi pour les débutants, on vous apprend à comprendre les erreurs, en fait. Parce que souvent, certaines personnes sont frustrées, en fait, quand il s'agit des logiciels. Au lieu de faire ça, je n'arrive pas à faire erreur, erreur. Mais les erreurs, en fait, ça se comprend, en fait, n'est-ce pas? Ça se lit, ça se comprend. Et ça se résout, en fait. Voilà, donc on apprend également, on vous apprend également à comprendre les erreurs et parce que les erreurs de R, en fait, c'est pas aussi compliqué, en fait. Si vous voyez beaucoup de rouge, vous pouvez dire, bon, toutes les lignes que je fais, ça ne marche pas. Mais si vous prenez le temps de lire, en fait, ils vont vous dire, en fait, quelle est l'erreur, en fait. Et maintenant, et dans nos formations, on vous offre une certaine base parce que vous savez comment corriger vos erreurs, en fait. Donc, ici, vous allez voir quand je vais attacher la base de données, encore, voilà, ça doit être à mesure de passer. OK. Il y a dans la PG H2. OK. Il semble que ici, j'essaie d'attacher, n'est-ce pas? Donc, quand j'attache, vous allez voir qu'il y a l'âge, il y a la différence, il y a l'enfant. OK, mais est-ce que l'âge 2 est passé? Ouais, c'est passé maintenant. Voilà, donc on a pu attacher l'âge 2. Donc, vous avez vu qu'on a pu attacher maintenant. On a fait le modèle, ça passe maintenant. Voici le même modèle en fait. Maintenant qu'on a fini le modèle, on veut voir les résultats. Donc, on va maintenant faire summary. Le code pour voir les résultats, c'est summary. On va faire summary et puis on va appeler le nom du modèle. Le nom du modèle qu'on a donné, c'est RCL. Donc, ici, je vais mettre un commentaire. Yeah, le code qui vous sera envoyé aura les commentaires. Donc, de grâce, si vous prenez le temps de regarder la vidéo, par exemple, pendant que vous faites, vous essayez de reproduire l'exemple,
il y aura des commentaires. Donc, vous allez vraiment faire référence aux commentaires pour comprendre un peu ce que vous faites ici. Ici, on est en train de faire une, un modèle, un modèle de régression linéaire, linéaire dans l'approche classique. Donc, un modèle de régression linéaire classique. Exactement. Donc, le code pour ça, c'est LM. Donc, LM, en fait, c'est Linear Model en anglais. Donc, c'est le modèle linéaire. Donc, on spécifie ceci. Donc, on a pu faire ça maintenant. On a exécuté. Donc, ici, maintenant, on va faire le summary du modèle. Le nom du modèle, c'est RCL. Régression linéaire classique. C'est le nom qu'on a donné au modèle. Donc, summary, le nom du modèle. Voilà. Donc, on exécute ça et voici les résultats. Donc, on a nos résultats, en fait. Donc, voici le modèle qu'on a fait. Donc, la partie, vous voyez estimate ici. Donc, comme on dit, R, c'est en anglais, en fait. Donc, voilà. Donc, ici, c'est l'estimate. Donc, l'estimation du coefficient. N'est-ce pas? Donc, on a notre intercept, notre ordonnée à l'origine, qui est de -47. Bon, est-ce que, après, la dernière fois, on a parlé de l'interprétation, hein. Est-ce qu'avoir une ordonnée à l'origine de -47, pour ça, c'est un sens, en fait, n'est-ce pas? Donc, ici, on n'est pas en train de on n'est pas, on est en train de vous montrer le code, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est pas, on n'est pas en train de résoudre le code, en fait, en d'autres termes. Donc, c'est pour que vous compreniez, en fait, comment ça se fait, en fait. Donc, vous, vos données que vous allez collecter, vous saurez comment vous avez collecté et tout. Donc, parce que c'est tout ça qui compte, en fait. Ici, c'est une donnée que j'ai prise, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un exemple avec. C'est une donnée peut-être un peu plus accessible, donc j'ai pu prendre et puis j'ai essayé d'écrire le code pour faire un exemple. Donc, je ne sais pas comment les données étaient collectées, j'ai pas lu en fait. C'était publié, mais j'ai pas eu le temps de lire. Donc, je sais pas comment c'était connecté et tout. Donc, voilà pourquoi la dernière fois, j'avais mentionné que c'est pas juste d'avoir des données en fait. Vous devez savoir comment les données étaient collectées en fait. C'est tout ça qui va vous aider dans l'interprétation de vos résultats en fait. Donc, ici, on ne sait pas en fait. Donc, quand on voit -47 comme, comme le donné à l'origine en fait, on s'est dit, bon, est-ce que c'est faisable tout, n'est-ce pas? Parce qu'on s'est dit, bon, à la limite en fait, quand tu commences le programme, tu finis en même temps. Donc, ça doit être positif. Pourquoi c'est négatif en fait, n'est-ce pas? Donc ça, après, c'est la question comment les données étaient collectées. Mais on voit ici, on voit que la pente, le coefficient en fait, n'est-ce pas? Le coefficient pour l'âge, c'est 2,65. Donc ça veut dire en d'autres termes, que les 2,65 veut dire en fait, quand l'âge augmente d'une année, le nombre de temps que ça prend pour compléter, pour finir le doctorat augmente de 2,65 mois en fait. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc c'est l'interprétation qui est là. Donc quand l'âge augmente d'un an, le temps pris pour finir une thèse augmente de 2,65 mois, en fait. C'est comme ça qu'on interprète ici. Il y a des questions à ce niveau. Donc, dans le code que je vais vous envoyer, ça va prendre le temps, en fait, avant qu'on poste cette vidéo, parce que je vais prendre le temps d'écrire certaines interprétations, en fait, des résultats pour que vous compreniez un peu, en fait. Voilà, pour vous donner encore plus d'indices. Voilà, donc ça va prendre le temps pour qu'on poste cette vidéo-ci, mais on va le poster le plus tôt possible. Voilà, donc ici, l'âge est 2,65. Donc, ça veut dire que quand l'âge augmente d'un an, quand l'âge augmente d'un an, le temps pris, le temps que ça prend pour compléter, pour terminer une thèse augmente de 2,65 mois. Donc, en d'autres termes, si vous faites telle étude que vous voulez faire des recommandations, ça veut dire, en d'autres termes, ce qu'on retient, c'est que le plus jeune, quelqu'un commence sa thèse, le plus vite la personne finit, en fait, selon les résultats qu'on est en train de voir actuellement. Voilà. Donc, comme je dis, c'est pas comment les données étaient collectées. Donc, est-ce que les résultats sont accurés et tout, et tout. Donc, ça, après, c'est une autre question. Mais voici comment vous allez faire, en fait. Et puis, on voit le coefficient de l'âge carré, en fait. C'est -0,02 en fait. Voilà, donc ici, on va voir que quand l'âge au carré augmente là, quand ça augmente, le temps que ça prend diminue de environ. Bon, ça, c'est presque zéro en fait. 0,02, c'est presque zéro. Donc, on va voir que cet effet ici, là, il est petit en fait. C'est un petit effet et tout. On va voir un peu le modèle. On a le R carré en fait. Adjusted R squared. C'est le R carré ici. Donc, le R carré du modèle, c'est de 5,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce modèle-là, quand on fait le modèle avec l'âge et puis l'âge au carré seulement pour prédire le temps pris là, l'âge et puis l'âge au carré, eux, ils permettent d'expliquer en fait la variance qu'on observe dans, les temps, dans la différence de temps pris là, de seulement 5,6%. On va voir qu'il y a 94,4% qu'on ne connaît pas en fait, parce que le modèle nous permet d'exprimer seulement 5,6%. Donc, il y a 94, yeah, 5,6%. Donc, il y a 94,4% comme ça qu'on ne connaît pas en fait. C'est dû à quoi? On ne sait pas. C'est dû à quelque chose qui n'est pas capturé, qui n'est pas dans le modèle en fait. On va voir que c'est un modèle qui peut-être peut être utile en fait, mais ça nous permet de comprendre seulement 5%. Donc, ce qu'on peut conclure ici avec assurance, c'est que
les variables âge et puis âge au carré, en fait, permettent d'expliquer seulement 5% de la variabilité qu'on a observée dans le temps que ça a pris, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres variables qui sont importantes, qui permettent d'expliquer le temps que ça prend, en fait. Donc, ici, c'est la revue de littérature qui va vous aider. Ça, c'est un exemple qu'on a fait, en fait. Mais dans vos procédures de recherche, par exemple, vous aurez fait une revue de littérature, en fait. Ils vont vous dire que dans la revue de littérature, vous allez voir que peut-être il y a l'âge qui compte, il y a celui qui compte. Donc, vous allez collecter toutes ces données-là au début, en fait, n'est-ce pas? Avant de venir faire R1. Voilà pourquoi on parle de méthodologie de recherche, c'est important, en fait. Supposons que vous faites votre étude, que vous avez seulement collecté l'âge, en fait, comme le seul prédicteur, parce que c'est ce que vous voulez faire dans votre étude, mais vous allez voir que votre modèle explique seulement 5%. Donc, même si vous avez le meilleur statisticien au monde, le meilleur expert au monde, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire avec une telle base de données, en fait, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas collecté toutes les données. Voilà pourquoi, même si là, on commence par vous montrer, en fait, la méthodologie appropriée. C'est-à-dire, quand vous faites votre revue de littérature, là, quelles sont toutes les variables qui ont été citées dans la littérature qui peuvent affecter, en fait, la variable dépendante. Et si vous le pouvez, vous devez collecter les informations de toutes ces variables-là. C'est vrai qu'à la fin de compte, vous pouvez ne pas tout utiliser dans votre modèle, mais c'est important d'avoir ces informations-là au cas où. Parce qu'on met un modèle, en fait, essaie d'expliquer vraiment plus ou moins la réalité, en fait. Donc, c'est très important ici. Donc, voici comment vous allez interpréter R carré. On va voir si la valeur P ici, le p-value, la valeur P ici est significative, en fait. Elle est inférieure à 0,05. Donc, c'est pour dire que le modèle est bon, en fait. Mais c'est juste que ça explique 5% en fait, de la variabilité en fait. Donc ça, c'est l'approche classique qui est là. Maintenant, après, on veut voir en fait, est-ce que on a rempli les conditions en fait, n'est-ce pas? On veut voir est-ce qu'on a rempli les conditions du modèle. Donc, on peut faire un autre code en fait. Ici, ce summary-là, ça nous permet de voir les coefficients du modèle. Maintenant, quand on regarde les résultats ici, là, les résultats qu'on a vus là, en fonction puisque on a les résultats, on a le point, l'estimation, et puis on a les quatre types en fait d'erreurs. On peut utiliser ça en fait pour calculer l'intervalle de confiance en fait, hein. Donc, on n'a pas trop de temps, mais dans le code que je vais vous envoyer, je vais vous montrer comment calculer en fait l'intervalle de confiance. Voilà, vu qu'on veut finir très rapidement, je vais vous montrer comment calculer l'intervalle de confiance. Voilà, donc on a pu faire ça et tout. Voilà, donc, c'était le modèle qui est là. Maintenant, on peut voir est-ce qu'on respecte les conditions du modèle. Donc, on va faire plot. Le nom du modèle, c'est RLC. Donc, on va exécuter ça. Quand on exécute ça, on va venir maintenant dans la partie console, en bas ici, et on va cliquer sur Entrée. Donc, on nous donne, voici un graphe en fait. Donc, ici, c'est le graphe des résidus versus fitted value. On entre encore, ça nous donne un autre graphe, le graphe des résidus. Est-ce que les résidus suivent une loi normale en fait? On va voir qu'ici, il y a une déviation en fait, une grande déviation. Les points ne sont pas sur la ligne. En principe, en fait, si le modèle respecte les conditions de normalité ici, ça doit être sur la ligne, en fait. Mais on voit qu'il y a une déviation ici, en fait. On va voir que, ouais, on ne respecte pas la loi normale ici. Donc, ça veut dire, en fait, on n'a pas respecté toutes les hypothèses du modèle même linéaire. Donc, il y a un problème, en fait. N'est-ce pas? Donc, il y a ça. Et il y a un autre graphe également qu'on peut produire en cliquant sur Entrée. Voilà, il y a ce graphe-là aussi. Donc, ça nous montre un peu les différentes, le résidu. En fait, les résidus, c'est l'erreur, en fait. Ça nous montre un peu comment l'erreur est répartie, en fait, en d'autres termes. Donc, on a ça. Maintenant, voilà, donc je pense qu'à ce niveau, c'est après, on peut modifier le modèle, tout ça. Mais si c'est le code de base, en fait, même si vous arrivez à modifier le modèle, voici le code de base, en fait, pour faire un modèle de régression linéaire. C'est le code de base qui est là. Donc, sans plus tarder, on va voir un peu le modèle bayésien. Voilà, on va voir un peu le modèle de régression. Et on va voir un peu le modèle de régression bayésien. OK, donc, on va spécifier le même modèle, hein. On va spécifier le même modèle. Donc, on va appeler ça régression linéaire bayésienne. Donc, c'est le même modèle, c'est-à-dire les mêmes variables, quoi. Donc, mais maintenant, pour le code ici, remarquez, pour la régression linéaire, c'était LM. LM. Mais pour ici, ça sera BRM. Donc, ça, en anglais, c'est Bayesian Regression Model. Bayesian Regression Model. En d'autres termes, modèle de régression bayésien. Voilà, Bayesian Regression Model. Donc, on a ça. Maintenant, c'est la même chose. Non, c'est diff. C'est la formule qui est là. La variable dépendance égale à l'âge plus l'âge au carré
Maintenant, yeah. Maintenant, pour ici, dans le régression, il y a dans le modèle de régression bayésien, il y a une variable qu'on appelle seed. Seed, en fait, ça va nous permettre de. Après, le modèle bayésien, en fait, il va faire des simulations, en fait. Il va simuler, en fait. Il va faire des simulations, n'est-ce pas? Donc, il faut cette seed, en fait. Le seed va nous permettre que si on refait encore le même exemple avec le même seed, en fait, on va avoir le même résultat parce que ce sont des trucs aléatoires en fait. Ce sont des simulations aléatoires. Donc, si vous ne spécifiez pas un numéro de seed là, si vous faites à nouveau, vous allez voir des différents résultats. On va essayer de faire, vous allez comprendre en fait. On ne va pas spécifier le seed en fait. Et puis après, on va mettre le résumé summary du modèle. Sur le modèle, c'est R, régression linéaire bayésien. OK, donc ça, c'est le modèle de régression bayésien. Maintenant, le summary du code, ça, c'est pour voir les coefficients. On veut voir les résultats du modèle. OK, donc on va exécuter le modèle et puis les résultats. OK, ici, on n'a pas spécifié la variable data en fait. Donc ici, on a spécifié forcément une variable qu'on appelle data. Donc, on veut que notre donnée vienne de notre data PhD en fait. Donc, c'est notre base de données qu'elle a. Donc, il veut qu'on spécifie forcément. Donc, on va spécifier. Donc, on spécifie. Voilà, vous allez voir qu'il est en train de faire. Donc, ça va prendre un peu de temps, hein. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Parce que ce sont des simulations qu'on fait ici, en fait. Vu que ici, on n'a pas dit, en fait, on n'a pas dit au logiciel, voici des valeurs qu'il faut prendre a priori, en fait. On laisse le logiciel même choisir des valeurs a priori pour nous, en fait. Donc, il va prendre le temps pour faire beaucoup de simulations pour nous trouver des valeurs a priori, en fait. Donc, même qu'on n'a aucune idée, en fait, qu'on n'a aucune idée, en Bayesian, en fait, voilà, il y a des valeurs a priori qu'on peut utiliser qui sont, on appelle ça des valeurs a priori non informatives en fait. On peut utiliser même qu'on a, c'est ce qui fait que ceux qui soutiennent l'approche bayésienne se disent même quand vous avez aucune idée si vos valeurs a priori en fait, la méthode bayésienne est toujours la meilleure parce qu'on peut spécifier en fait des valeurs non informatives en fait. C'est comme si on devine à la première fois et puis après, on peut faire des simulations pour itérer en fait. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi certaines personnes ils sont ardents en fait sur l'approche bayésienne, que c'est forcément la meilleure approche. Parce que même qu'on ne sait pas en fait, sur la base de l'arrivée de littérature, on ne sait pas quelles sont les valeurs a priori, on peut toujours faire des simulations pour un peu commencer avec une valeur puis simuler en fait. Donc vous allez voir que c'est en train de prendre le temps. Comme on sait que ça prend le temps, vous allez voir ici par exemple, vous allez voir ici, il y a cette partie-là. Ça nous dit que le code n'est pas encore fini en fait. Donc c'est en train d'exécuter. Puis vous allez voir aussi cette partie-là. On dit c'est compiling, n'est-ce pas? Donc, c'est en train de compiler, en fait. Donc, on sait c'est en train de prendre le temps, en fait. Donc, voici les deux indices pour savoir. Donc, on va attendre un peu. Espérons que ça ne prend pas trop de temps. Donc, je voulais refaire, mais je n'avais plus refait. Mais ce que je disais par rapport à la variable seed, parce qu'on n'a pas spécifié une variable seed, en fait. Ça veut dire que si on refait l'analyse, en fait, on va trouver des résultats différents. Ils seront proches, en fait, mais ce ne sont pas les résultats exacts, en fait. Ça peut être différent de 0,01, 0,02, en fait, parce que ce sont des différents seeds, en fait, différents nombres qu'on prend pour faire les simulations, en fait. Donc, pour que vous puissiez répliquer vos résultats, il faut spécifier, par exemple, vous pouvez spécifier, je vais effacer ça rapidement, il faut spécifier une autre variable qu'on appelle seed. Ça, c'est important de spécifier ça comme ça. Si vous voulez refaire votre étude une prochaine fois, vous avez les mêmes résultats. Maintenant, seed là, c'est un nombre que vous devez mettre ici. Ça dépend de vous, en fait. Vous pouvez mettre, par exemple, 1, 2, 3. Mais ça veut dire que quand vous allez refaire l'analyse, en fait, vous devez encore prendre le même nombre, le même numéro de seed, en fait, 123. Si vous pouvez appeler ça, par exemple, 540, peu importe. Mais quand vous allez refaire l'analyse, il faut appeler ça, faut appeler le même numéro de seed, en fait. Voilà, donc c'est ça. Donc, on attend un peu ici. Voilà, donc on va finir dans 12 minutes. Je pense que on va finir dans 12 minutes. Donc, ici, ce sont les codes principaux que je viens de vous montrer rapidement et tout. Yeah, mais le code vous sera envoyé. Il va ajouter des explications là-dedans et tout. Et vous pourrez vous en servir. Et restez à l'écoute aussi. Nous aurons une formation dans R très bientôt pour ceux qui sont intéressés à vraiment franchir cette première étape dans R. OK, donc je pense que dans 1 à 2 minutes, voilà, les résultats seront là. Voilà, donc vous voyez, ils sont en train de faire des itérations. Vous pouvez voir ça maintenant, des itérations. Des itérations. OK, donc vous voyez, ça a pris, on nous donne le temps que ça a pris pour faire l'itération, le warm-up, tout ça.
Donc, le modèle est là. Donc, on va maintenant faire le summary. Donc, on va regarder le summary, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va sélectionner et puis cliquer sur exécuter. OK, donc on a beaucoup de résultats ici, hein. Voilà, donc vous allez voir ici, on a trouvé combien? On a trouvé 2,66. Ça, c'est l'estimation en fait pour l'âge. Maintenant, on va comparer ça à ce qu'on a trouvé dans l'approche classique. Si vous vous rappelez, dans l'approche classique aussi, on a trouvé aussi 2,657. Donc, on va voir que c'est à peu près la même chose en fait, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que dans certains cas, en fait, là, l'approche fait la même. Vous voyez ici, le logiciel nous a donné des valeurs a priori, en fait, de façon non informative, en fait. On a trouvé les mêmes résultats, en fait, que l'approche classique, en fait. On a trouvé les mêmes résultats que l'approche classique. Maintenant, ici, on a trouvé moins pour l'âge au carré. On a trouvé moins 0,02, en fait. Et ici, on trouve aussi moins 0,2. Donc, ouais, ouais, les résultats sont proches, plus ou moins, en fait. Ici, ça nous donne l'intervalle de confiance directement, en fait, dans l'approche bayésienne. Mais dans l'approche classique, on a calculé ça nous-mêmes, en fait. Comme j'ai dit, je vais vous montrer le code quand je vais envoyer le code dans la vidéo, comment est-ce que ça marche et tout. Mais ici, on nous a donné l'intervalle déjà, en fait. On a donné l'intervalle de l'âge, en fait. Ça varie entre 1,54 et 3,82. Ça nous donne la précision. Donc, vous allez voir que les nombres sont les mêmes, en fait. Mais vous allez voir que, par exemple, l'erreur ici, c'est 0,58 pour l'âge. L'erreur de l'âge, c'est 0,58. On va le voir dans l'approche classique. L'erreur de l'âge. Voilà, c'est proche, c'est 0,59. Donc ici, dans ce cas-là, c'est un exemple simple, n'est-ce pas? Donc c'est un peu plus ou moins proche. Mais ce n'est pas forcément le cas que vous allez voir dans tous les cas, en fait. Donc, mais ici, ce que vous devez retenir, en fait, on a fait une approche bayésienne. On a fait 4 chaînes. On a fait une itération de 2000. Donc, c'est pourquoi ça a pris le temps que ça a pris, en fait, n'est-ce pas? Avec les 333 observations qu'on a eues, le même modèle, on a trouvé des résultats plus ou moins similaires, en fait. Donc, voici un exemple ici, comment est-ce qu'on a pu le faire. Donc, je vais faire notre exemple rapidement. On va essayer de finir au plus tard à midi, 00. Un autre exemple que je vais vous montrer rapidement. On peut nous-mêmes spécifier des valeurs a priori. Mais avant ça, on peut faire notre summary ici pour la méthode bayésienne. On appelle ça le posterior. Le posterior summary. Yep, et puis j'appelle le nom du modèle A, régression linéaire bayésienne. Donc, ici, ça nous donne la valeur a priori, a posteriori, en fait. Voilà, donc on a la valeur a posteriori. Donc, on va l'âge également, c'est 266. Ça, c'est l'intercept a posteriori, en fait. Voilà, donc, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, en d'autres termes ici, quand on voit les valeurs a posteriori, qu'est-ce que cela nous dit? Un instant. Et quand on voit les valeurs a posteriori, qu'est-ce que cela nous dit ici, en fait? On voit les valeurs LP, LPC. Donc, en fait, ce sont les résultats voilà, qu'on obtient. Parce que quand on fait le base comme ça, on met les valeurs a priori et puis on obtient les valeurs a posteriori, en fait. Voilà, donc, donc on peut voir ici que quand on met les valeurs a posteriori, en fait, on voit que c'est un peu différent maintenant, en fait. Ici, c'est 266 pour l'âge. Maintenant, quand on retourne dans la méthode classique, là, on a trouvé quoi pour l'âge? Voilà, c'est un peu proche, en fait. Voilà, c'est toujours un peu proche, en fait. Mais ici, c'est ce que ça nous donne, en fait. Après avoir mis on peut faire ce summary-là pour avoir juste les estimates, en fait. Et ici, ça, c'est l'intervalle de confiance, en fait. Ça va de 1,54 à 3,81 et tout. Donc, c'est un code également qu'on peut utiliser pour avoir les résultats, en fait. Voilà, donc ça nous donne les valeurs a priori de chacune de nos variables. Donc, ici, en d'autres termes, l'interprétation, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, ici, on va dire que lorsque l'âge augmente d'un an, le temps mis pour, pour finir la thèse augmente de 2,66 mois. C'est la même interprétation, en fait, mais c'est juste que les deux approches donnent les résultats différents, en fait, c'est tout, en fait. Donc, si vous savez interpréter la méthode classique, vous savez aussi interpréter la méthode bayésienne. Mais c'est juste que les résultats peuvent être différents, en fait, en fonction de l'approche qui est choisie, en fait. Voilà, donc c'est tout. Là, donc, on va continuer un peu. Il y a deux autres codes que je vais montrer. Voilà, ici, le premier code qu'on a fait, on a laissé R, en fait, n'est-ce pas? On a laissé OK, avant ça même, il a fait aussi un résumé. C'est le résumé comme on fait, c'est le résumé a posteriori, en fait. Postérieur. Postérieur, c'est ce qu'on a obtenu après avoir mis la valeur a priori, en fait. Donc ici,
Je vais mettre maintenant, quel est le résumé en fait, a priori en fait. Donc, prior summary, yeah. Tout à l'heure, vous allez poser vos questions, monsieur Jean-Marc. Donc, quand il met la valeur a priori, voilà, donc ça, ce sont les valeurs qui ont été entrées dans le modèle en fait. Donc ici, voici ce que R a fait en fait. R a pris des valeurs pour l'intercept. R nous a donné en fait des différentes valeurs pour, voilà, pour la variance. Donc, ce sont les valeurs que R a mis en fait pour pouvoir nous donner les résultats a posteriori en fait. Donc, ce sont les valeurs que R a. On n'avait pas d'informations, donc R nous a proposé des valeurs en faisant des itérations, en faisant une simulation. On a vu que même en faisant cette simulation-là, les résultats sont proches de la méthode classique. En fait. Donc, en d'autres termes, on n'avait rien à perdre en fait en faisant la méthode bayésienne. Mais on pourra nous-mêmes maintenant spécifier en fait quelles sont nos valeurs a priori en fait. On peut les spécifier nous-mêmes. Donc ici, voici un code que je vais juste mettre. C'est comme ça, on va les spécifier ici. On va dire, bon, notre valeur, le coefficient de l'âge là, ça vient d'une distribution qui est une loi normale. La moyenne, c'est 3. La moyenne de l'âge, c'est 3. Le coefficient, quoi. La moyenne, c'est 3. Et puis, les cas types, c'est ça. Maintenant, l'âge au carré, là, on va dire, voici ça. Ça, ce sont les valeurs qu'on sait peut-être sur la base de la revue de littérature. Si on le sait, on va spécifier ça dans notre modèle nous-mêmes, en fait. On va dire, on sait que le coefficient de l'âge sur une loi normale, dont la moyenne est 3, et les cas types, c'est 0,63. Et le coefficient de l'âge au carré, sur une loi normale, la moyenne, c'est 0. Et puis le coefficient, c'est pour ça qu'on sait ça de façon précise de nos revues de littérature. Donc, on va dire que voici comment on va définir nos valeurs a priori, en fait. Donc, on va définir ça, on va le refaire le modèle. Donc, vous allez voir que c'est le même modèle que je vais copier et puis coller. Je vais prendre le même modèle ici, mais quelque chose va changer, en fait. Ce qui va changer ici, c'est qu'on va dire maintenant, on va dire à R que notre valeur primaire, là, on a appelé ça prior to. C'est comme ça qu'on a défini, en fait. On va dire à R que les valeurs a priori, là, il faut les prendre de ce qu'on vient de faire ici, en fait. On vient de faire ça ici, en fait. On dit les valeurs primaires. En d'autres termes, quand on a fait la première analyse, là, on a pris les valeurs défauts en fait de R pour faire nos valeurs a priori. Mais ici, on est en train de spécifier dans R que nous-mêmes, on peut trouver nos valeurs a priori parce qu'on a fait la revue de littérature. Donc, nos valeurs a priori, là, voici comment on les a définies ici. Donc, il faut prendre les valeurs qu'on a mises dans, dans, dans cette variable-là. Donc, c'est ce que R va faire en fait. N'est-ce pas? Ce que R va faire. Donc, je vais exécuter le modèle. Ça va prendre un peu de temps. OK. On dit, ouais, l'erreur qu'on a trouvée, la valeur a priori 2 là n'a pas été trouvée en fait. C'est parce que je n'avais pas encore exécuté ça en fait. J'ai créé, mais je n'ai pas exécuté. Donc, il faut exécuter ça d'abord avant d'exécuter le modèle. Yeah. Et je pense que j'avais oublié le S aussi. Il y avait le S dans le nom que j'ai oublié, dans le nom de l'exemple en fait. Donc, quand je vais faire, ça va passer maintenant. OK, ça va de compiler. Donc, monsieur Jean-Marc, vous pouvez poser vos questions pendant qu'on attend les résultats. Mhm. Merci beaucoup, merci pour la présentation. OK. Je crois que j'aurais dû juste patienter. Mhm. Vous avez répondu à la question parce que je voulais juste voir la différence entre la méthode, je vais dire la méthode classique et puis la méthode bayésienne. Parce que dans un premier temps, pour la méthode bayésienne, on avait laissé, pour le premier code là, Mhm. on avait laissé la machine faire la prédiction. Exactement. Voilà. Maintenant, après, ma question était de savoir si nous-mêmes nous avons des prédictions, Mhm. quel est le code que nous pouvons utiliser pour faire les prédictions. Et Exactement. j'aurais dû Donc, patienter. Après, vous avez montré la technique qu'il faut utiliser pour faire ses propres prédictions, pour ajouter ses valeurs, les valeurs a priori. Voilà. exactement. Mhm. Voilà. OK, merci beaucoup. Je pense Oui, que c'est sans bon. faute. OK, ça OK. marche. Donc, voici ça. On va attendre les résultats pour voir. Et puis, je pense que ça sera le tout dernier code qu'on va faire. Mais ce que on va poster dans R, dans la vidéo, dans la description, ça sera beaucoup d'autres codes en fait. Voilà, vous aurez des codes supplémentaires qu'on n'a pas forcément vu ici à cause du temps. Mais donc, vous aurez ça en fait que vous pouvez sauvegarder et puis faire référence quand vous en aurez besoin. Voilà, donc on va attendre que ce code se termine et puis voir comment est-ce que ça va changer les résultats en fait. Donc, en d'autres termes, la première méthode qu'on a faite là, vu qu'on ne savait pas quelles étaient les valeurs a priori,
on a juste utilisé une approche qu'on appelle une valeur a priori non informative, en fait. Donc, on peut spécifier une valeur comme ça, en fait, qui n'a pas qui va pas impacter, c'est une valeur neutre, en fait, qui ne va pas vraiment impacter les résultats à grand. Voilà pourquoi on a vu des résultats qui sont similaires à l'approche classique. Donc, voilà pourquoi ceux qui sont du courant de pensée de la régression bayésienne disent que, voilà, donc, de toutes les façons, au pire des cas, en fait, on peut avoir un résultat qui est comme l'approche classique, en fait, en estimant des valeurs a priori non informatives, en fait. Donc, mais au mieux, en fait, si on sait vraiment nos valeurs exactes, là, on va avoir une position qui est encore meilleure, en fait. Donc, voilà pourquoi ils se disent, bon, eux, dans leur tête, peu importe ce qu'ils doivent faire, c'est la méthode bayésienne, en fait. Parce que ils pensent que ça va, ils seront plus proches de la vérité, en fait, s'ils utilisent toujours l'approche bayésienne, en fait. Voilà et tout. Yeah, donc, c'est un peu ça. Donc, on attend rapidement les résultats et on pourra jeter un coup d'œil. OK. Ils ont commencé, ils ont dit start sampling, voilà, donc ça, c'est proche. OK, donc c'est terminé. Donc, on va copier les mêmes codes que précédemment et on va exécuter ça, le code postérieur. Donc, vous allez voir maintenant, qu'est-ce qu'on remarque en fait? Le coefficient de l'âge passe maintenant à 2,81. Donc, parce qu'on avait une information a priori, et ça, on suppose on a eu cette formation, c'est correct, sur la base de la revue de littérature, beaucoup d'études ont été publiées, on a fait une analyse, une méta-analyse en fait. Voilà, parlons de méta-analyse, voilà, je pense qu'on a une formation qui arrive sur la méta-analyse en fait. Genre comment faire des synthèses, n'est-ce pas, de différents trucs et tout. La méta-analyse, on aura une formation là-dessus. Voilà, très, très bientôt également. Donc ici, on suppose qu'on a pu faire une bonne étude, une méta-analyse. On a trouvé que voici en fait le coefficient de l'âge là. Voici la loi que ça suit, la loi normale. Donc en faisant ça, on voit qu'on a trouvé maintenant le nouveau coefficient de l'âge en fait. C'est 2,82. Donc on a vu qu'au début c'était 2,66, on parle à 2,82. Donc supposons qu'on a bien utilisé nos valeurs a priori, on voit que voici comment le résultat s'apparente en fait. Donc notre interprétation sera que lorsque l'âge augmente d'un an, le temps mis pour finir la thèse augmente de 2,81. Donc, on va voir que si on a un nombre qui est plus élevé que l'autre, en fait, et si vraiment on a bien pris nos valeurs précises, donc on va voir que voici que la méthode bayésienne nous donne un résultat qui est peut-être qui est plus adéquat que le résultat classique, en fait. Donc, ici, c'est juste, comme elle dit, l'interprétation, c'est la même chose, mais ça, c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on le fait dans l'approche, comment est-ce qu'on le fait dans l'approche bayésienne. Voilà, donc je suis en train de voir si je peux vous montrer un autre code rapidement avant qu'on termine. Yeah, mais je pense que, yeah, je vais voir si il y a base. OK, on va voir si on peut voir R carré en fait. Donc, comme on voit R carré ici dans base en fait, dans la méthode bayésienne. Et donc, vous voyez ici, on peut obtenir ici R carré. Quand on fait la méthode de régression linéaire classique là, dans le résultat qu'on a obtenu là, on peut lire vraiment le R carré ajusté en fait. Désolé, je me suis mute. Et donc, dans le résultat qu'on a trouvé pour l'approche classique, là, je reviens rapidement, vous allez voir que on a pu trouver R carré, en fait. R carré vient en même temps avec le résultat, n'est-ce pas? Donc, c'est facile, on n'a rien à faire. On juste R carré vient avec le résultat. Mais dans l'approche bayésienne ici, le modèle va vous donner R carré, en fait. Donc, vous devez, si vous voulez calculer R carré, voici le code utilisé. Base R carré, et puis vous mettez le nom du modèle. C'est le nom du modèle qui est là, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait et on a trouvé le R carré, en fait. Donc, le R carré ici, c'est 7%. Donc, vous allez voir que on passe d'un modèle classique avec un R carré de 5%, à un modèle bayésien, on a un carré de 7%. N'est-ce pas? Donc, vous voyez un peu ici que ce sont les mêmes variables, mais différentes approches, en fait, nous ont donné ils ont permis de comprendre la réalité d'une différente manière, en fait. Avec l'approche bayésienne, vu qu'on a pu mettre une valeur a priori, on arrive à comprendre on arrive à comprendre 7%. Mais dans l'approche classique, on comprend que 5%, en fait. Donc, vous voyez ici un peu les différences. C'était juste une introduction, voilà. Le cours de régression linéaire
classique et puis d'un base, en fait, ce sont des cours qui se font sur une année, en fait. Voilà. Mais ici, en deux séances, on a essayé de parcourir un peu. Ici, déjà, c'est pour vous donner une idée, en fait, vraiment. Vous saviez, en fait, que ça existe. Donc, avec un peu, on va vous avouer le code et tout, mais avec un peu plus de recherche, de pratique personnelle. Voilà, vous êtes des chercheurs ou des chercheurs en devenir, n'est-ce pas? Donc, c'est tout ça qui est la recherche, n'est-ce pas? Des recherches personnelles, des documentations personnelles et tout. Donc, on essaie de vous donner un peu en deux séances, voilà, un peu une idée plus ou moins claire, en fait, de comment est-ce que ces choses-là marchent, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, sachez qu'on peut pas, on pourra pas, même si on veut se rencontrer tous les samedis, sur l'année 2024, on ne pourra pas tout faire, en fait, en ce qui concerne la régression bayésienne ou la régression fréquentiste, en fait. Il y a tellement. Voilà, mais si c'est pour vous donner déjà un B à bas, c'est si vous voulez même faire un modèle de régression linéaire, vous savez un peu, voici le code à utiliser, voici comment vous pouvez faire et tout. Donc, un peu ça qu'on c'est un peu ça qu'on voulait montrer en ce jour. C'est un peu ça qu'on voulait montrer en ce jour. C'était l'exemple dans R. Donc, yeah, voici nos contacts. Voilà, comme on dit, pour ceux qui... tout à l'heure, vous allez poser vos questions, Monsieur Jean-Marc. Voilà, tout à l'heure. Donc, pour ceux qui vraiment veulent un accompagnement également dans leur méthodologie de recherche, pour s'assurer ils sont de commencer les recherches de la meilleure manière possible, ou pour ceux également qui peut-être ont besoin d'aide aussi avec des analyses de données, nous offrons 30 minutes de consultation gratuite lorsque vous nous contactez pour la première fois. Donc, vous pouvez nous envoyer un email à consulting@amdclab.org et nous allons vous répondre et nous allons programmer une réunion de 30 minutes gratuite pour vraiment vous donner des pistes. Et après ça, voilà, nous offrons des consultations payantes et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est là que nous postons des contenus. Nous faisons des petites vidéos instructives comme ça et nous postons. Donc, voilà, pour suivre la formation après également, envoyez-nous un email. Voilà, envoyez-nous un email. En fait, des formations qu'on fait personnalisées, en fait. Mais il y a une formation qu'on organise très bientôt. L'information sera partagée en semaine. Ça, c'est une formation de groupe. Ça veut dire que tous ceux qui s'inscrivent vont faire partie de la formation, en fait, n'est-ce pas? Mais si vous voulez une formation aussi personnalisée, individuelle, nous offrons ça aussi. Donc, venez nous écrire également. Voilà, venez nous écrire via email et tout. Donc, nous allons prendre la question. Voilà, l'enregistrement vous sera envoyé également. Voilà, l'enregistrement vous sera envoyé. Ça va prendre un peu de temps, vu qu'on devra vraiment, on va vous donner les codes et les commentaires des codes. Donc, il va devoir peut-être c'est le lundi même qu'on va commencer à envoyer le code total et puis vous envoyer tout et tout. Donc, peut-être c'est peut-être lundi ou mardi comme ça que la vidéo sera postée. Voilà, mais la vidéo sera bel et bien postée. Donc, restez abonnés et puis vous saurez quand c'est posté. Donc, nous prenons la question maintenant de M. Jean-Marc et ce sera tout. Ok, je tenais à vous remercier pour la présentation. Vraiment, on a vraiment beaucoup appris. Voilà. Cependant, j'ai deux petites questions à vous poser. En fait, peut-être que vous avez déjà répondu à ces questions-là pendant l'exposé et que Mhm, je n'ai pas bien suivi. J'aimerais savoir si les deux approches-là ont la même interprétation. Ça, c'est la première question. Et mhm. puis, la seconde question, concerne plutôt la valeur a priori qu'on apporte. La valeur a priori, ça concerne, ça concerne la variable, forcément la variable indépendante. Je voulais savoir, est-ce qu'on OK. peut modifier aussi la variable dépendante si on a OK, les mais valeurs a priori? exactement. Merci beaucoup. Et pour la question. Donc, pour la première question, les interprétations, vu qu'on fait un modèle de régression ici, n'est-ce pas, on veut prédire quelque chose. Ici, on voulait prédire en fait le temps mis pour finir une thèse en utilisant les prédicteurs tels que l'âge et l'âge au carré, par exemple. Donc, C'est l'interprétation ça. ici serait que, voilà, on veut voir en fait comment est-ce que la variation, quand l'âge change là, comment est-ce que ça affecte en fait le temps mis. Donc, vous allez voir que ce soit l'approche bayésienne ou l'approche classique, c'est la même interprétation en fait, parce qu'on veut savoir en fait, lorsqu'on augmente l'âge d'un an là, comment est-ce que ça change le temps mis. Donc, sur ce volet-là, c'est la même interprétation, en fait. Mais c'est juste que les deux approches vont donner des différents résultats, en fait. Donc, si dans une approche, on dit que lorsqu'on augmente l'âge d'un an, le temps mis augmente de 2,6 mois. L'autre approche peut nous dire que lorsqu'on augmente l'âge d'un an, le temps mis augmente de 2,8. En fait, c'est la même interprétation, mais les résultats ne seront pas les mêmes, en fait, parce que l'écart type n'est pas le même en fonction des méthodes. N'est pas tout le temps le même, en fait. Donc, l'interprétation est la même. Étant donné qu'on veut prédire quelque chose, donc, c'est la même interprétation, en fait, dans ce sens. Maintenant, les valeurs a priori, en fait, c'est sur les... On est en train d'estimer, en fait, n'est-ce pas? On est en train de faire des estimations des coefficients. On veut voir, en fait, quel est le coefficient qui est associé à l'âge. Quel est le coefficient qui est associé à l'âge au carré. Donc, les valeurs a priori on veut fixer là, c'est sur les coefficients en fait. C'est-à-dire, est-ce que la littérature nous a dit que
Voici comment l'âge affecte le temps mis, en fait. Dans la littérature, certaines personnes, en fait, des études ont montré que l'âge affecte, voici comment l'âge affecte, en fait. L'effet de l'âge est toujours entre ça et ça, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on prend, en fait. Et donc, c'est nos valeurs a priori sont sur les coefficients, en fait, des prédicteurs, en fait. Maintenant, est-ce qu'on peut transformer la variable? On peut transformer la variable y. De la même manière que dans l'approche classique, souvent, on peut prendre la valeur logarithme de l'âge, n'est-ce pas? On peut aussi transformer la même chose. Mais c'est pas une transformation basée sur des valeurs a priori, en fait. C'est une transformation basée sur la forme. Par exemple, on s'est dit, bon, on ne peut pas utiliser la valeur temps mis, en fait, en mois, ou bien on peut prendre la racine carrée de temps mis, en fait. Donc, on peut transformer, en fait, les mêmes transformations qu'on peut faire dans la régression classique, on peut les faire aussi dans la méthode Bayes, en fait. Mais ce pas des transformations qui sont basées sur les valeurs a priori. Les valeurs a priori sont mises seulement pour les coefficients, en fait, Le des coefficient, prédicteurs, en d'accord. fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui, oui, je vois. Je OK. vois. Merci beaucoup pour la réponse. Pas de quoi. Yeah. OK. Donc, si ce, voilà, on va prendre assez de votre temps, de votre samedi. Donc, on vous souhaite une bonne suite de journée. Et puis, voilà, on reste à l'écoute. Nous allons poster la vidéo plus tard le lundi, fin de journée le lundi. Et puis, il y aura d'autres formations qui seront annoncées dans le groupe. Voilà, et merci. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une question ou ouais, il y a la main levée en tout cas. Valex, ou c'était juste ouais, une salutation. OK, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour le partage et l'enseignement. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'au début de l'analyse, vous n'avez pas sangré, réduit les données, et pourtant les unités, compte tenu du fait que les données ont des unités différentes. Bonne question. Yeah. Donc, ce sont des approches également qu'on peut faire, surtout, surtout si on veut après ajouter, comme vous avez dit, disons, des unités différentes. Et puis après aussi, si on veut peut-être ajouter des interactions, tout ça. Donc, ce sont des bonnes mesures, en fait. Donc, ici, comme je disais tantôt, je ne sais pas si vous avez suivi, on n'était pas là pour résoudre la base de données, mais pour vous montrer un peu comment faire une telle analyse, en fait. Et j'ai même commencé par dire même la base de données, mais on ne sait pas comment c'était collecté déjà, mais c'est juste un moyen qu'on utilise pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, mais dans votre cas, en fait, ça sera plus méthodique, en fait. En d'autres termes, on va centrer les données lorsque les unités sont différentes. Donc, ce sont des bonnes approches, en fait. Donc, ici, c'est une omission, en fait, à dessin, en fait. Voilà, pour montrer un peu comment le code marche en lui-même, en fait. Parce que on ne sait même pas comment les données étaient collectées, en fait. Donc, on n'est pas ici pour montrer que les résultats sont bien ou bien sont à une précision. C'est pour montrer en fait comment ça diffère en fait avec les deux approches. Donc, c'était le but de cet exemple en fait. Donc, c'est pas pour dire que si vous faites votre méthode, vous ne devez pas centrer en fait. Non, c'est pour montrer un peu la différence au niveau des coefficients. Lorsqu'on met des valeurs a priori et quand on ne met pas des valeurs a priori en fait, dans l'approche classique comme dans l'approche bayésienne. Donc, c'était là le but en fait. Voilà pourquoi on n'a pas centré en fait. C'est pas si c'est un peu clair. D'accord, monsieur, c'est clair. Merci beaucoup. OK, ça marche. OK, Monsieur Demel, c'est compris. On va mettre également le lien dans le groupe. Donc, voilà, une fois de plus, bonne suite de samedi à tous et on se dit à très bientôt pour une autre formation. Merci, monsieur. Pas de quoi.